Chers amis, bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Michel Morange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de biologie à l'École normale supérieure et vous êtes membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Vous publiez Pasteur dans la collection Biographie des éditions Gallimard. C'est vrai que cette année nous allons fêter le bicentenaire de Louis Pasteur, qui est né le 27 décembre 1822 à Dole dans le Jura. Les premières biographies de Pasteur ont été écrites de son vivant. La première, c'était celle de son gendre René Valéry Radaud, et puis la deuxième, c'était un an après son décès, par son principal collaborateur Émile Duclos. Le style de ces deux premières, c'est clairement hagiographique, et aujourd'hui, à l'opposé, il y a une tendance à vouloir absolument déconstruire les mythes. Vous, quelle est votre relation à Pasteur ? Comme vous l'avez dit, il y a d'abord eu des mythes, il y a eu une déconstruction, mais une déconstruction qui, à mon avis, s'est souvent arrêtée un peu à mi-chemin. C'est-à-dire, elle a consisté à dire, voyez, dans les cahiers de laboratoire, dans d'autres documents, on trouve des informations qui montrent que Pasteur n'a pas fait ce qu'il a raconté, la légende ne dit pas la vérité, etc., etc. Mais je pense qu'on n'a pas exploité la richesse de ces nouveaux documents, c'est-à-dire qui apportent beaucoup pour mieux comprendre l'œuvre pasteurienne. Il ne s'agit pas de juger Pasteur, ni de dire là il n'a pas dit la vérité, mais il s'agit surtout d'essayer de comprendre son œuvre, le développement de son œuvre, ses succès, mais aussi parfois ses échecs, ou effectivement la manière dont il a pu être injuste avec certains collaborateurs ou avec certaines personnes qui l'avaient précédé. Donc c'est ça, faire une histoire qui soit une histoire pas neutre, mais une histoire qui ne cherche pas simplement à construire un mythe ou à déconstruire ce mythe. Les nouvelles sources dont vous parlez, ce sont ces carnets de laboratoire, c'est ça ? C'est ça, ce sont les carnets de laboratoire. Il faut aussi tenir compte du fait que pratiquement toutes les lettres de Pasteur et tous ses écrits avaient été publiés par son petit-fils. C'est 7000 pages, c'est une quantité considérable de matériel. Et quand on regarde, souvent les biographes, les historiens ont travaillé sur une toute petite fraction de cette œuvre. Ils ont laissé de côté des travaux qui pouvaient sembler un peu plus périphériques ou un peu plus difficiles. Et il y a encore beaucoup à trouver dans ces documents déjà connus depuis pas mal de temps. On peut globalement distinguer 3 grandes périodes dans la carrière scientifique de Pasteur, et je vous propose dans un premier temps de parcourir sa vie dans un ordre chronologique. Pasteur est chimiste de formation, et puis ensuite, on va le voir, il va s'intéresser à la biologie, puis aux maladies animales, et enfin aux maladies humaines. Est-ce que vous voyez un fil conducteur dans ces recherches ? Beaucoup l'ont vu, et justement, mon résultat montre plutôt qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, qu'on a bâti un peu artificiellement un fil conducteur. En particulier, il n'y a pas de fil conducteur entre la première étape de son travail, celle sur les cristaux qui va lui valoir la célébrité à l'âge de 25 ans, et les études ultérieures sur les fermentations. Ça, c'est un lien qui a été inventé, d'ailleurs par Pasteur lui-même en partie, pour simplement assurer une continuité dans sa carrière et dans son travail. D'autant plus que vous montrez que beaucoup de ces travaux se chevauchaient. C'était pas l'un après l'autre, mais en fait, il menait de front plusieurs projets. Ça fait partie de la méthode pasteurienne, une méthode souvent on ignore. On a l'impression, là encore peut-être parce que Pasteur lui-même s'est présenté comme ça, comme quelqu'un qui a un objectif et travaille sur cet objectif. Toutes ses expériences seraient destinées à confirmer par exemple une hypothèse. Dans la pratique, Pasteur a une conduite que Claude Bernard avait appelée exploratoire, c'est-à-dire il fait beaucoup d'expériences dans tous les sens, on pourrait dire d'une certaine manière, il explore, même quand il a un objectif, je veux dire, il ne va pas suivre une ligne précise, il explore plusieurs possibilités. Aujourd'hui, Pasteur est évidemment associé à la rage, mais on va voir donc qu'il a commencé sa carrière de chercheur par la chimie, et c'est peut-être le plus difficile à comprendre pour les auditrices et les auditeurs non scientifiques. Au départ, il va essayer de comprendre pourquoi 2 substances chimiques apparemment identiques, en l'occurrence le tartrate et le paratartrate, ont un effet différent sur la lumière polarisée. Il met en évidence ce qu'on appelle une dissymétrie moléculaire. En quoi était-ce important à l'époque ? Alors, c'était important parce qu'effectivement, là, ce problème du fait que des substances pouvaient avoir des propriétés absolument identiques, sauf se distinguer par une propriété, comme là, la déviation de la lumière polarisée,
c'était un phénomène qui était totalement incompréhensible. Donc c'était une sorte d'énigme scientifique. Plus largement, on pourrait dire ceci se situe dans un grand débat du 19e siècle parmi les chimistes, c'est l'essor de la théorie atomiste. C'est-à-dire les chimistes se contentent au début du 19e siècle et encore pour certains jusqu'à la fin du 19e siècle d'une analyse de la composition chimique. Un corps chimique, l'eau par exemple, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et puis il y a une petite fraction des chimistes qui pensent qu'il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire, ça veut sans doute dire qu'ils sont formés à partir de composés élémentaires, donc les fameux atomes, et que c'est cette composition matérielle qui explique donc la formule. Et ceci, si on commence à parler d'atomes, on commence à parler de forme. Comment ces atomes vont être disposés dans la molécule. Alors on a des idées encore très très vagues, et ça je pense qu'il faut le garder en tête. Même quand Pasteur fait son modèle, personne n'a l'idée d'atomes situés précisément dans l'espace, comme aujourd'hui on le voit dans les modèles de la chimie. Mais néanmoins, on commence à se poser la question de la forme des molécules. Et donc, la découverte de Pasteur et l'idée qu'il y a une asymétrie moléculaire, c'est-à-dire que 2 substances qu'il va montrer ne se distinguaient que par la déviation de la lumière polarisée, le tartrate droit et le tartrate gauche, il va faire l'hypothèse que ce sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc elles ont des formes en quelque sorte opposées dans un miroir. Et donc il fait avancer cette question de la forme. Les molécules ont bien une forme. Et le fait d'avoir cette dissymétrie, il en fait aussi une des caractéristiques essentielles de la vie. Ça lui permet de distinguer le monde minéral du monde organique vivant. Alors, non. Et là, je vais contredire un peu toute une tradition. C'est ce qu'on disait classiquement, qu'effectivement, ça avait été le lien, et c'est pour ça qu'après, quand il avait travaillé sur la fermentation, il avait valorisé très vite le rôle des micro-organismes dans ce processus. Non, il n'a absolument pas une obsession de la vie. D'abord parce qu'il n'est pas le premier à remarquer que les substances asymétriques sont des substances qui proviennent du monde vivant, donc il y a rien, lui n'apporte rien à ce débat, et surtout parce que en réalité, il va se tourner vers la fermentation pour d'autres raisons, mais pas pour, d'une manière ou d'une autre, s'intéresser au problème de la vie et de la symétrie moléculaire. En 1857, il débute ses travaux sur la fermentation. La fermentation, pour le dire avec nos mots scientifiques d'aujourd'hui, c'est un processus métabolique qui permet de convertir des sucres, donc des glucides, en acide ou alcool, tout en produisant de l'énergie. Comment il est amené à travailler sur ça ? Il est amené par 2 chemins, on pourrait dire. Le premier, c'est en tant que chimiste. Parce que la fermentation intéressait les chimistes. C'était un phénomène chimique bizarre. C'est cette transformation, par exemple, qui se produisait à partir de sucre et qui allait donner de l'alcool avec un processus qui était, je veux dire, visible dans le ballon parce que ça allait vite, ça produisait de la chaleur. C'était un phénomène d'une certaine manière spectaculaire. Donc il est intéressant en tant que chimiste, après beaucoup d'autres chimistes. Et il va l'enseigner. Et ça, c'est intéressant aussi. Il l'enseigne parce que il a été nommé dans le Nord, donc doyen de la faculté de Lille. Et il a l'intention de faire des cours de chimie qui soient utiles aux futurs entrepreneurs et personnes qui travailleront dans les entreprises de la région. Parmi ces phénomènes chimiques qui peuvent être importants, il y a la fermentation. Donc il pense que leur apprendre ce qu'est la fermentation, comment ça se passe, est important. Il va y avoir maintenant l'événement un peu contingent qui va être le père d'un de ses élèves qui justement travaille sur la fermentation dans le sens qu'il fabrique de l'alcool mais il a des problèmes dans sa fabrication d'alcool à partir de jus de betterave et il vient consulter Pasteur pour savoir d'où pourraient venir ces problèmes. Il faut y voir, je pense, plutôt une opportunité pour Pasteur cette fois de pouvoir travailler directement sur les fermentations, d'avoir accès justement à un laboratoire, à des milieux de fermentation, etc. Et il va comme disait son épouse, il va se plonger dans le jus de betterave et il va pendant des mois étudier ce phénomène, étudier le phénomène quand il se passe bien, quand il se passe mal, que la fermentation ne se fait pas bien, regarder au microscope ce qu'il voit et petit à petit, mais c'est un processus long, parce qu'il faut
accoutumer son regard. Il va observer la présence de globules. Donc il parle de globules au départ, et il n'insiste pas du tout sur leur nature vivante ou pas. Mais il voit des globules qui apparaissent au cours de la fermentation, et il voit que parfois il y a des globules de taille différente et que justement ça correspond à des fermentations différentes ou à des problèmes dans la fermentation qui donnent un autre produit. Et après une sorte de maturation, là encore avec une quantité d'expérience faite dans toutes les directions, ça on le voit très bien dans les cahiers de laboratoire, il explore des tas de pistes, il regarde des tas de choses, des tas de paramètres comme on dit, c'est-à-dire la température, la concentration du sucre, etc., etc. Il va conclure, et de manière très brillante, parce que c'est très concis, que une des fermentations, la fermentation lactique, qui est une des fermentations connues, est liée à la présence d'un micro-organisme particulier, ce qui n'avait jamais été vu avant lui, et très rapidement il va généraliser en disant que toute fermentation est due à la présence d'un micro-organisme, que c'est la nature du micro-organisme qui détermine la nature de la fermentation. Oui, il va travailler sur la fermentation lactique, sur la fermentation alcoolique. Oui. Cette dernière, elle est réalisée par le ferment qui en fait est une levure, des champignons unicellulaires. Et il va montrer que ces organismes, pour la plupart, se développent dans des milieux dépourvus d'oxygène. Et c'est lui qui invente le terme de anaérobie pour qualifier ces milieux-là. Et puis ensuite, il va s'intéresser à l'origine des agents de la fermentation. Et là, la théorie en vogue à l'époque parmi les scientifiques, c'est celle de la génération spontanée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette théorie et comment il se positionne par rapport à elle ? Ce qui est important de remarquer aussi, là encore, c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une question qui l'intéresse au départ. Au fond même, il pense que ces globules, même ces levures, pourraient apparaître spontanément. Ça, il est ouvert sur cette question jusqu'à assez tard. Mais, du moment où il voit que la nature de la fermentation dépend de la nature du micro-organisme, et aussi à partir du moment où il parvient à cultiver ces micro-organismes dans des milieux dits synthétiques, c'est-à-dire qui contiennent juste des substances minérales, ammoniac, etc. Dans ce cas-là, l'idée que ces micro-organismes pourraient naître spontanément devient tout à fait inacceptable. Inacceptable parce que s'ils naissent spontanément, comment expliquer qu'ils fassent l'une ou l'autre des fermentations? Et d'autre part, comment pourraient-ils naître spontanément dans un milieu où il y a juste du sel, de l'ammoniac, et du sucre et rien d'autre? Là, ça serait vraiment un miracle. Ceux qui pensaient qu'il y avait une génération spontanée pensaient qu'elle se faisait à partir de ce qui s'appelait les molécules organiques, des molécules albuminoïdes, donc des substances un peu complexes déjà provenant des êtres vivants. Donc il va aborder cette question de la génération spontanée. Il y a sans doute des choses qui l'y poussent. Il y a le fameux prix que l'Académie des sciences attribue à celui qui apportera des expériences qui éclaircissent le débat. Et il va faire une série d'expériences tout à fait remarquables. Là, la méthode expérimentale manifeste toute sa force, démontrant que, en réalité, pour faire bref, chaque fois qu'il y a développement de micro-organismes dans un milieu, eh bien, c'est parce qu'il y a eu contamination. Il n'y a jamais de développement spontané de ces micro-organismes dans un milieu sans qu'ils aient été apportés de l'extérieur. Ce cheminement sur la théorie de la génération spontanée, donc c'est un cheminement sur l'origine de la vie, est-ce que ça heurtait ses croyances? Il était catholique, est-ce qu'il était pratiquant et est-ce qu'il mettait de côté ses croyances éventuelles par rapport à son travail de scientifique? Alors, vaste question. Il était croyant, je pense qu'il n'y a aucun doute. Il était catholique, mais c'était pas un bigot. Par exemple, se dispensait facilement de la messe, même si, quand il était à l'école normale, il obligeait les élèves à assister à la messe. Mais ça, c'est le paradoxe. Est-ce que ça heurtait ses convictions? Non, pas vraiment. D'abord parce qu'il pensait que la question de l'origine de la vie n'était pas une question scientifique. Et à ce point de vue, il est très influencé paradoxalement, parce qu'il ne l'aime pas du tout, par Auguste Comte. Mais il adopte le positivisme, c'est-à-dire la science n'a pas à s'intéresser aux origines des phénomènes. Elle a simplement à décrire comment les phénomènes se produisent, à trouver des lois, des régularités. Et là, il adhère totalement à l'idéologie positiviste pour cela. Donc, je veux dire, de toute façon, la question de l'origine de la vie, c'est pas pour lui une question que la science doit poser.
Maintenant, est-ce que supposer une origine naturelle, une grande évolution, heurte sa foi? Alors, il y a une célèbre, il faut citer une célèbre conférence qu'il fait en 1864, dans laquelle il commence par dire « Voyez les conséquences si jamais j'avais montré que la génération spontanée existait. La vie aurait pu venir de la matière, et puis l'homme venir de la vie, et puis etc. etc. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. » Et il ajoute à la fin « Si j'avais trouvé l'inverse, je l'aurais dit, parce que je mets la science avant tout. » Et ça, souvent on a dit « Oh, quel hypocrite !» Après nous avoir dit qu'il était très content que finalement il n'y ait pas de génération spontanée, il vient nous dire « Mais de toute façon, j'aurais dit le contraire si c'était vrai. » Non, je crois qu'il faut le prendre au pied de la lettre. C'est vrai, il fait passer la science et les résultats scientifiques avant toute autre chose. Ça, c'est dans la personnalité de Pasteur. Il est profondément laïque dans sa manière de concevoir l'histoire. Les résultats qu'il obtient sur la fermentation, il va les mettre en application sur le vinaigre, le vin et la bière, dont des maladies déciment les récoltes en France. Et donc, il fait le lien entre la science fondamentale, ou dite pure, et la science appliquée. Il va être très vite en relation avec des industriels. Ce sont les industriels qui viennent le chercher. Non, pas vraiment. Et il faut voir qu'il y a un délai. C'est-à-dire entre ces travaux fondamentaux sur les fermentations et, au fond, l'application de ces travaux, comme vous l'avez cité, au vin, aux maladies des vins, à la production du vinaigre, de la bière, quelques années s'écoulent. Et Pasteur, simplement, va appliquer, finalement, c'est une application très simple. C'est que il va se rendre compte que quand une fermentation ne se passe pas bien, c'est parce que, au lieu du micro-organisme qui normalement l'a fait, un autre micro-organisme s'est substitué et favorise la formation d'autres produits, par exemple, qui dans le vin vont donner un goût désagréable au vin. C'est très simple puisque la seule règle, c'est éviter que ces micro-organismes parasites viennent contaminer la production industrielle que l'on veut faire. Et pour ça, il va trouver une méthode qui après va lui valoir la célébrité, au moins parce que son nom sera attaché à cette méthode, c'est la pasteurisation. Une des méthodes les plus simples, c'est de chauffer à une température suffisamment modérée pour ne pas gâcher le goût des aliments, mais suffisamment forte pour éliminer la majorité de ces micro-organismes qui pourraient détourner la bonne fermentation de son chemin et donner un goût désagréable aux aliments. En plus de la pasteurisation, il est très pragmatique parce que il va jeter les bases de l'hygiène personnelle, de l'hygiène sociale. Il comprend comment se transmettent les micro-organismes, même s'il n'arrive pas à les observer tous, comme les virus, évidemment. Et en cela, il met en pratique ce que nous appelons aujourd'hui les gestes barrières. Oui, alors avec des nuances parce que l'hygiénisme n'a pas attendu Pasteur. L'hygiénisme est déjà bien présent dans les sociétés et Pasteur lui-même, dans sa famille par exemple, avait adopté des règles d'hygiène. Par exemple de bien nettoyer son assiette, ses instruments avant de manger, faire attention quand on passe près d'un hôpital de pas respirer l'air ambiant, enfin des choses assez vagues, parce que justement, c'était le défaut des hygiénistes, c'est que ils disaient bien il fallait éviter l'air vicié et que les maladies pouvaient être transmises, mais ils ne savaient pas par qui, par quoi et comment. Donc Pasteur va reprendre ces règles simples, il va effectivement après leur donner leur vraie explication, mais c'est un processus lent, hein. Il n'est pas lui-même tout de suite vraiment intéressé par la question des maladies. Il va falloir attendre plusieurs années pour que il s'intéresse vraiment aux maladies et au rôle des micro-organismes dans les maladies. Même si, très tôt, il va dire que sans doute là, les micro-organismes sont aussi responsables. Il y a certains textes de lui où il le dit. Mais ce n'est pas, comme on dirait, c'est pas sur son agenda, c'est pas une urgence dans ses recherches. Pasteur a déposé 3 brevets, l'un sur la fermentation alcoolique, le deuxième sur la préservation du vin, et le troisième sur la préparation et la préservation de la bière. Est-ce qu'à l'époque, on lui a reproché ça? Est-ce qu'il l'a fait pour un éventuel bénéfice personnel ou familial, ou est-ce qu'il l'a fait pour pouvoir financer sa recherche? Il l'a plutôt fait, c'est un usage auquel on ne pense pas, il l'a plutôt fait pour prendre date. C'est-à-dire prendre un brevet, c'était aussi prendre date sur une invention. Et puis, pour éviter que d'autres personnes
tirent des bénéfices finalement d'une technologie ou d'idées qui n'auraient pas été les leurs. Donc en prenant un brevet, ils coupaient court à de telles initiatives. La réponse à la question financièrement, en a-t-il profité? Elle est différente suivant les brevets. Pour la fermentation et pour les vins, il va très vite renoncer à son brevet et il ne va pas en tirer vraiment de bénéfices. La situation est différente pour la bière, où là, effectivement, il va prendre un brevet et puis il va surtout le faire racheter. Il va être racheté par une société des bières inaltérables qui va lui acheter son brevet et qui lui reversera des sommes assez importantes. Alors là, il y a un changement. Probablement, c'est pas tellement pour financer ses recherches, parce que sans doute le financement était plus difficile au début de sa carrière que déjà au moment où il travaillait sur la bière. Là, c'est plutôt pour des raisons personnelles. Pasteur va devenir obsédé par le risque qu'il laisse sa famille dans le besoin après sa mort. Ça devient une obsession chez lui après, en particulier, sa première attaque. Il veut assurer à sa famille un avenir après sa mort. Ça lui a été reproché, effectivement, en particulier, un argument qu'on utilisera encore aujourd'hui, parce qu'il utilise les locaux publics et l'argent public pour finalement un bénéfice personnel, puisque il va faire ses travaux à l'école normale dans son laboratoire. Donc c'est assez tard dans sa carrière qu'il va vraiment s'autonomiser sur le plan financier pour ses recherches, parce que il est proche, par exemple, de Napoléon III et encore plus de l'impératrice Eugénie. Alors, il peut y avoir des accointances personnelles et politiques, mais c'était aussi parce qu'il avait besoin de trouver des sources de financement pour ses recherches. C'est exact. On rejoint toute la question du financement de la recherche dans ces années-là. C'est vrai qu'il va demander des crédits. D'ailleurs, depuis qu'il est doyen de Lille, il passe son temps à demander des crédits pour pouvoir faire sa recherche, qui lui sont souvent refusés. Alors, après, quand il rentrera à l'Académie des sciences, il obtiendra quelques crédits de l'Académie des sciences. Il en obtiendra aussi donc des ministères, mais par exemple quand il est nommé à l'École normale supérieure, on le nomme à une fonction qui est considérée comme une fonction administrative, administrateur et directeur des études. Et comme ce sont deux fonctions administratives, on considère que la recherche fait pas partie de ses activités. Et donc, il n'obtient pas de crédit pour faire de la recherche et développer un laboratoire. Donc, il va faire ça de briques et de broc pour arriver à développer un laboratoire. Alors, après avoir sauvé le vinaigre, le vin et la bière, il va s'intéresser à la maladie des vers à soie qui ravage les cultures du sud de la France. Donc, il va partir sur place et faire ses expériences pour essayer de comprendre comment les vers sont touchés. Tous ces projets visent à aider l'industrie nationale. Est-ce que lui avait une fibre nationale ou nationaliste? On sait qu'il était proche de Napoléon III. Est-ce qu'il avait aussi ce sentiment-là et ce moteur-là dans ses recherches? Oui, c'est clair que Pasteur était heureux de travailler pour le bien de son pays. Ça, il avait un nationalisme, disons, modéré, peut-être avant la guerre de 1870, mais il avait cette idée-là. Il faut voir aussi, je pense qu'il a eu un certain différend, si on peut dire, avec Napoléon III, car il a été reçu au château de Compiègne, très bien reçu, son travail admiré, mais en même temps, l'empereur lui a reproché, au fond, de ne pas faire de bénéfices avec son travail, en lui disant pourquoi ne faites-vous pas des conférences payantes, ça vous rapporterait, ça vous permettrait de payer votre recherche. Et ça, Pasteur n'a d'une certaine manière pas supporté cette critique. Il va y répondre d'ailleurs plusieurs fois sous des formes différentes, en disant que le travail de recherche est trop prenant pour qu'on puisse ainsi passer du temps d'une certaine manière à récolter de l'argent par ses activités périphériques. En particulier, un savant ne peut pas développer les idées, les hypothèses qu'il a faites, parce que s'il le fait, il n'est plus créatif dans son domaine. Et c'est le rôle de l'État de faire cela. Il faut voir que malgré son affinité pour le Second Empire, il est clair que le Second Empire n'a pas fait grand-chose pour la science, avant d'une certaine manière que Pasteur pousse l'empereur à d'abord développer son laboratoire et puis à développer l'enseignement supérieur et la recherche, mais ceci en 1868, donc c'est-à-dire, le Second Empire n'aura pas le temps de faire grand-chose avant qu'il s'écroule 2 ans plus tard.
La troisième et dernière étape de sa carrière scientifique, c'est l'étude des maladies contagieuses, d'abord chez l'animal et on le verra ensuite chez l'homme. Donc ça, c'est à partir de 1877. Donc non seulement il promeut les mesures d'asepsie, mais il va essayer, dans la mesure du possible, de trouver le micro-organisme responsable de telle maladie spécifique et de trouver les moyens de le contrer. En 1877, il découvre successivement le staphylocoque, le streptocoque et le pneumocoque, rien que ça. Et il va s'intéresser ensuite à la vaccination. Pour resituer le contexte, à l'époque, il existe une forme de vaccination. Elle s'appelle pas comme ça. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une variolisation, qui a été découverte par l'anglais Edward Jenner. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots en quoi ça consiste ? Alors la variolisation, effectivement, découverte par Jenner, c'est l'observation qu'a fait ce savant anglais que les vachères, celles qui s'occupaient des vaches, attrapaient souvent une maladie bénigne des vaches qui s'appelait la vaccine, mais que lorsqu'elles avaient eu cette maladie, elles étaient protégées contre la variole, maladie humaine autrement redoutable. Il va faire des expériences pour montrer qu'effectivement elles sont bien protégées, que si on inocule cette maladie, la vaccine, à d'autres enfants par exemple, eh ben ils vont être protégés contre la variole. Et il va développer, si on peut dire, le procédé qui permet de diffuser cette protection dans la population. Donc c'est ce qu'on a appelé la variolisation. Pasteur parlera de vaccination et il attribuera à Jenner le mérite de la première vaccination, un peu par diplomatie. Mais il faut voir qu'il y avait 2 faiblesses, ou 2 choses qui limitaient. La première, c'est que c'était bien pour la variole, mais tant qu'on n'avait pas trouvé de maladie bénigne, proche d'une maladie humaine et qui protégeait contre cette maladie, on ne pouvait rien faire. Donc ça veut dire que ça restait un cas unique. Un cas fort appréciable, vu la gravité de la variole, mais un cas unique. La grande différence avec la vaccination pasteurienne, c'est que maintenant, on va avoir une méthode qui est généralisable à l'ensemble des maladies. Et cette méthode, comme vous l'avez dit, elle repose sur isolement des microbes, culture des microbes, atténuation de ces microbes et injection du microbe atténué pour protéger contre la maladie. Deuxième changement d'ailleurs, c'est que effectivement pour Jenner, c'est la maladie qu'on transmet ou une forme atténuée. Il pense que la vaccine est une forme atténuée de la variole, mais de la maladie. Or, ce que fait Pasteur, c'est que c'est un micro-organisme qui a une forme atténuée. On ne transmet plus une forme atténuée de la maladie, on transmet une forme atténuée du microbe qui est responsable de la maladie. Double changement qui permet la manipulation et qui permet de faire de la vaccination au sens pasteurien du terme une méthode absolument universelle de protection contre les maladies. Il met au point sa méthode d'abord pour le choléra des poules en 1881, le charbon des moutons la même année et puis le rouget du porc. Donc au début des années 1880, ça y est, sa méthode expérimentale est au point et il décide de l'appliquer à une maladie humaine. Pourquoi il choisit la rage ? Il ne choisit pas vraiment totalement la rage. Ça aussi, ça fait partie un petit peu pas de la légende, mais je veux dire d'un contresens historique où on lit à partir du résultat ce qui s'est passé. En réalité, oui, il pense à la rage. Mais pendant longtemps, il va considérer que le but, c'est de faire un vaccin qui protégerait les animaux, en particulier les chiens, puisqu'en France, ce sont les chiens qui transmettent la rage, contre la rage, et que donc on ferait disparaître la rage. Il n'est pas question dans ses premiers travaux d'une vaccination humaine. Ce n'est qu'après, parce que le vaccin n'est pas simple à fabriquer, parce que justement comme il n'est pas simple à fabriquer, vacciner tous les chiens devient une tâche absolument impossible, que Pasteur d'une certaine manière va se tourner vers la vaccination humaine contre la rage. Donc attention. Et puis, Pasteur travaillait aussi sur d'autres maladies. On l'a vu, il travaillait souvent et en particulier, par exemple, il travaillait sur le choléra. S'il avait trouvé l'agent du choléra, je pense qu'il aurait préféré développer un vaccin contre le choléra, qui était une maladie quand même beaucoup plus importante en termes de malades. Les circonstances ont été telles que l'équipe qu'il avait envoyée pour isoler l'agent pathogène a échoué et c'est Robert Koch qui va caractériser l'agent du choléra, le microbe responsable du choléra. Et donc Pasteur n'a plus cette porte ouverte et donc là encore la rage apparaît comme peut-être la maladie qui lui reste à utiliser pour démontrer chez l'homme l'efficacité de la vaccination. Oui, Robert Koch, vous venez de le citer, donc c'est un scientifique allemand qui a un parcours assez similaire d'ailleurs à certains égards à celui de Pasteur, puisqu'ils ont une même origine modeste
Et puis, ils vont terminer leur carrière à la tête d'un institut qui porte leur nom dans la capitale de leur pays, donc Paris et Berlin. Et Robert Koch, c'est vraiment le grand rival de Pasteur. C'est lui qui va découvrir, vous l'avez dit, la bactérie responsable du choléra. Il va donner son nom aussi au bacille responsable de la tuberculose. Koch travaille uniquement sur les maladies humaines. Est-ce que le fait que Pasteur ait travaillé beaucoup sur les maladies animales et d'autres sujets de recherche, est-ce que ça l'a un peu égaré et est-ce qu'il s'est dit je travaille sur la rage parce que j'ai en face de moi un rival qui a déjà beaucoup d'avance sur les maladies humaines? Est-ce que ça a joué ça? Peut-être, mais en même temps, c'était aussi un avantage, parce que je pense que pour mettre au point les premières vaccinations, et c'était évidemment bien mieux de le faire chez l'animal quand même, justement, parce qu'on n'avait pas tous les problèmes éthiques, les risques liés à la vaccination humaine. Donc ce fut un avantage, je pense. Et puis, on pouvait beaucoup plus facilement travailler sur les maladies animales, cultiver les micro-organismes, etc., etc. Donc, ce fut aussi un avantage. Alors, avec Koch, les choses sont encore plus complexes. Parce que je pense que Koch a eu un rôle absolument majeur qu'on ne lui reconnaît pas dans la tradition pasteurienne. Il a eu ce rôle par son travail sur le charbon, l'anthrax, dans lequel il a montré que caractériser le micro-organisme responsable du charbon, ça avait déjà été fait, mais il a apporté une série d'arguments pour bien démontrer que c'était bien le germe pathogène, culture dans des yeux, dans l'humeur vitrée, donc un milieu artificiel, passage dans de nombreuses espèces animales, et puis il a observé le phénomène de sporulation de la bactérie, qui était important parce que ça expliquait cette bizarrerie liée au charbon, qui était la présence de soi-disant prés maudits, des prés dans lesquels les animaux se contaminaient spontanément. En réalité, ils ne se contaminaient pas spontanément. Il y avait dans ces prés des spores laissés par des animaux qui avaient été malades des années auparavant. Donc l'apport de Koch est absolument décisif, je pense. Décisif dans le sens qu'il ouvre à Pasteur la méthode qui va lui permettre de travailler vraiment sur les maladies infectieuses et donc de développer ensuite les vaccins. C'est Koch qui lui apporte à Pasteur cette méthode. Là, Pasteur ne va pas être fair-play, puisque c'est pas qu'il va nier le travail de Koch, il va dire que c'est un très beau travail, mais il le loue pour des qualités secondaires, si on peut dire, et pas en reconnaissant que Koch a finalement apporté la méthode que tout le monde doit suivre pour isoler et caractériser les micro-organismes responsables des maladies, et en particulier des maladies humaines. Les dates parlent, c'est-à-dire que quand on regarde, Pasteur se reconvertit à l'étude des maladies infectieuses quelques mois, très peu de temps, 2-3 mois après l'article de Koch. Ça, j'ai trouvé, c'était un petit point noir quand même dans la carrière de Pasteur, c'est-à-dire qu'il ne donne pas souvent crédit à ses prédécesseurs, alors que pourtant il a une liste de titres et travaux absolument longue, mais il ne leur donne jamais crédit. Typiquement avec Koch, ça entretient de l'amertume. Ah, c'est tout à fait vrai. Koch est le cas le pire, je pense, parce que quelquefois il ne rend pas crédit, mais il rend un crédit un peu étroit, et il critique plus facilement qu'il ne donne crédit à ses collaborateurs, par exemple, ou à ses prédécesseurs. Mais avec Koch, c'est pire, parce que c'est vraiment une stratégie pour nier l'importance de Robert Koch. Et puis là, on a un problème effectivement de langue. Koch ne lit pas le français et Pasteur ne lit pas l'allemand. Koch ne va pas lire les articles de Pasteur. C'est-à-dire, il va pas se rendre compte que Pasteur, finalement, déforme ce qu'il a fait. Enfin, déforme. Ne lui attribue qu'un mérite très limité. Et il va le découvrir petit à petit, d'autant plus que Pasteur parle de moins en moins d'expérience de Koch dans ses interventions. Elle disparaît au bout de 2-3 ans. Et il va effectivement développer après une agressivité contre Pasteur très forte. Revenons à la rage. Donc la rage, c'est vrai, n'est peut-être pas très fréquente à l'époque, mais c'est une maladie spectaculaire, puisque quand on est mordu, on a certes seulement une chance sur 5 d'attraper la maladie, mais à partir des moments où les signes neurologiques apparaissent, l'évolution se fait vers la mort dans tous les cas. Et une mort horrible, en quelque sorte, puisque il y avait une tradition probablement exacte d'étouffer les malades pour éviter qu'ils souffrent, donc d'euthanasie, si on peut dire, pour éviter qu'ils souffrent, parce que c'était insupportable, la manière dont ils mouraient. On connaît tous l'histoire du premier vacciné officiel, le petit Joseph Meister, 9 ans, qui vient d'Alsace, mordu 14 fois par un chien supposé enragé, et qui donne donc à Louis Pasteur la possibilité de tester son vaccin. Ce que j'ai appris dans votre livre, c'est qu'en fait, il y a eu 2 autres cas de vaccination avant. Pourquoi on n'en parle pas ?
Ils n'ont pas été connus absolument tout de suite. Ils ont été connus un tout petit peu après, mais quelques années après. Et puis, ils ont été valorisés dans le travail de Gerald Gayson, La science privée de Pasteur, publié au début des années 1990. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que le récit sans doute de Joseph Meister est trop beau, alors que les 2 premiers cas, c'est beaucoup moins brillant. Le premier patient, Pasteur va faire une injection, mais il va être obligé de s'arrêter parce que la direction de l'hôpital, en l'absence du médecin traitant qui était parti, n'accepte pas qu'il continue le traitement. Puis le patient lui-même va disparaître de l'hôpital. On ne saura pas bien d'ailleurs ce qui lui arrivait, mais enfin on n'a pas appris sa mort quelque temps après. La deuxième patiente, une jeune fille, là c'est plus grave puisque Pasteur va commencer le traitement, faire 2 injections, mais elle va mourir avant que le traitement ait pu marcher. Donc c'est pas un succès, même si d'ailleurs Pasteur va interpréter le premier cas en disant c'est l'injection que je lui ai fait qui a dû le sauver. Mais bon, c'est douteux. Je pense qu'on n'en parle pas parce que si vous voulez, le cas du petit Joseph Meister est beaucoup plus beau. Comment il met au point ce vaccin? Est-ce que c'est par tâtonnements successifs, petites avancées, ou est-ce que dès le départ il a une idée claire sur comment atténuer l'agent pathogène? Non, c'est vraiment par tâtonnement parce que la première piste qu'il a sérieuse, c'est le fait que le virus de rage peut être atténué par passage chez le singe. Et donc, si c'est vrai, dans ce cas-là, on peut récupérer du singe ainsi une souche atténuée qui devrait pouvoir protéger. Le problème, on ne sait pas exactement où est le problème. D'abord, c'était pas simple parce que même à l'époque, travailler sur des singes, c'était un peu difficile, ça posait vraiment des problèmes éthiques. Et puis, il semble que les résultats n'aient pas pu être vraiment confirmés, cette atténuation n'ait pu être confirmée. Toujours est-il qu'en 1884, donc un an seulement avant le petit Joseph Meister, il n'y a plus de méthode pour vacciner. Et c'est là que Pasteur, avec l'aide d'Émile Roux, une aide pas reconnue non plus dans ce cas-là, ou pas bien reconnue. Parce que c'était le seul médecin de l'équipe? C'était le seul médecin de l'équipe et d'ailleurs il était en train de préparer sa thèse sur la rage. Donc il faut voir que Roux était la personne compétente sur la rage dans le laboratoire de Pasteur dans ces années-là. Roux met à sécher des moelles et Pasteur va observer ce que fait Roux. Il va faire une petite modification. Alors là l'histoire on ne sait pas. Il y a un flou, on ne sait pas. Mais il se trouve que ces moelles qui sèchent vont montrer une virulence atténuée. Et donc, Pasteur va y voir un matériel possible pour un vaccin. Après, ça va être un monstrueux bricolage, la vaccination contre la rage, dans lequel, on va injecter effectivement des moelles atténuées, mais on ne sait pas dans quel ordre les injecter. Est-ce qu'il vaut mieux les injecter en commençant par les plus virulentes, les moins virulentes? Combien? À quel délai? Tout ça, ça va être une sorte de bricolage qui va conduire finalement au protocole appliqué au petit Joseph Meister et au premier malade de la rage traité par Pasteur. En tout cas, c'est le sujet du tableau peut-être le plus célèbre représentant Pasteur, qui a été fait par le peintre finlandais Albert Edelfelt, qui montre Pasteur dans son laboratoire, tenant un flacon qui contient une moelle de lapin sur laquelle il travaille. Ce tableau, vous dites, il est particulier parce que ça n'est pas un portrait simplement d'une personne, mais une des premières fois où l'on montre un scientifique travaillant dans son milieu. Oui. Il est dans son laboratoire de la rue d'Ulm. Il est dans son laboratoire. Et effectivement, c'est le premier aspect important. Donc, c'est pas un savant devant son bureau comme c'était un peu la tradition, mais c'est un savant, avec du matériel de laboratoire, examinant une moelle dans un de ces fameux flacons, une moelle desséchée. En même temps, je trouve qu'il est très intéressant parce que je ne sais pas qui a choisi d'avoir ce flacon avec la moelle desséchée, si c'est Pasteur, si c'est Edelfelt, mais toujours est-il qu'il montre bien les questions que se pose Pasteur. Au fond, la moelle desséchée, elle est atténuée. Pourquoi est-elle atténuée? Pasteur n'a aucune réponse. Oui, il a plusieurs hypothèses d'ailleurs, mais aucune n'est concluante. C'est là où je dis qu'il est effectivement pragmatique, parce que le virus de la rage a été découvert en 1962, observé pour la première fois en 1962 grâce à la microscopie électronique, mais Pasteur, sans voir l'agent pathogène, arrive quand même à travailler dessus et à trouver un moyen de le mettre en pratique.
C'est assez remarquable d'ailleurs, effectivement, de pouvoir tout bâtir sur rien, puisqu'il ne voit rien, il ne peut rien observer, ce ne sont que des hypothèses. En même temps, et c'est intéressant, c'est qu'il avait déjà rencontré un échec similaire sur une autre maladie, la péripneumonie bovine chez l'animal, et il avait passé outre déjà. Donc d'une certaine manière, ce n'était pas la première fois que face à l'impossibilité de voir l'agent pathogène, Pasteur néanmoins progressait dans le développement de méthodes de vaccination. Pasteur a sa carrière scientifique, mais il a d'autres facettes. Il est membre de la Légion d'honneur. Il sera grade de Grand Croix, donc le plus haut grade. Il sera membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine et de l'Académie française. Pas de bol pour lui, il ne peut pas avoir le prix Nobel de médecine. Ce prix n'est créé qu'en 1901. Mais 10 pasteuriens seront récompensés dans les années qui suivront. Une autre facette de sa carrière, on va dire, c'est la politique. D'ailleurs, par certains points, on pourrait le rapprocher de Victor Hugo, puisque les deux ont des funérailles nationales. Hugo est enterré au Panthéon, Pasteur aurait pu l'être. Mais Victor Hugo, lui, a une vraie carrière politique. Alors que Pasteur, en 1875, se présente pour être sénateur du Jura. Il n'est pas élu. Mais pourquoi il vise cette fonction alors que lui-même déclare qu'il n'aura pas le temps à consacrer à ça ? Ça fait partie des ambiguïtés de Pasteur. Il a toujours été fasciné par le pouvoir, tout en finalement hésitant à s'approcher du pouvoir de peur de ne pas avoir de temps pour faire sa recherche. Il faut voir qu'il avait été nommé sénateur par le Second Empire, par l'empereur, juste avant l'effondrement de l'Empire, et il en était resté en quelque sorte vexé de ne pas avoir eu le titre qu'il pensait avoir acquis. Et donc là, on lui dit présentez-vous, vous serez sénateur, et il va dire oui, et c'est une défaite cuisante, comme diront ses adversaires. On se demande ce qu'il est venu faire dans cette élection. Il n'a pas compris. Pour sénateur dans le Second Empire, c'était une personnalité qu'on consultait de temps en temps pour avoir un avis. Sénateur sous la Troisième République, c'était défendre les intérêts des populations représentées. Et là, les intérêts des populations du Jura, ça n'intéressait pas du tout Pasteur. Par exemple, faire baisser les taxes sur les vins ou autre chose, il n'en avait rien à faire. Donc, il est un peu, comme on dirait vulgairement, à côté de la plaque en se présentant. On a parlé brièvement des relations que Pasteur entretenait avec ses collaborateurs. Donc c'est vrai qu'il était autoritaire, hautain, parfois méprisant, mais on peut pas le qualifier de misanthrope, notamment quand on voit la façon dont il traite sa femme, ses enfants, les agriculteurs, les éleveurs, enfin tous ceux finalement qui font partie de son cercle proche ou qui lui ressemblent. Oui, et même d'ailleurs certains de ses collaborateurs, il faut nuancer, c'est-à-dire par exemple Émile Duclos, il aura des relations toujours cordiales avec Duclos, même si de temps en temps il a des réactions un peu bizarres, j'en raconte une. Ou quand il est à Clermont-Ferrand, c'est ça ? On peut la raconter peut-être cette... Oui, parce que c'est une anecdote assez amusante. Il est reçu donc par Duclos chez lui à Clermont-Ferrand, donc repas du soir, discussion avec Duclos et puis la famille de Pasteur. Duclos dit quelque chose qui est contraire aux idées de Pasteur, ça ne plaît pas à Pasteur, qui lui dit écoutez Duclos, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écoutez, sortez, hein. Et Duclos va prendre son manteau et sortir de chez lui. Et au bout de quelques minutes, Pasteur dit mais où est passé Duclos ? Ça prouve deux choses. D'abord, je pense que ses collaborateurs lui pardonnaient un peu, parce que la réaction de Duclos, c'est une moquerie vis-à-vis de Pasteur de sortir comme ça. Il met Pasteur devant sa bêtise, si on peut dire. Mais il faut pas non plus en faire de Pasteur un tyran. Il aimait beaucoup Duclos. Il a eu des mots très gentils, très sympathiques pour Duclos à de multiples reprises. Et c'est vrai de Rollin, notre de ses collaborateurs, même de Roux. Ils ont eu des conflits, mais finalement, il a dit beaucoup de bien aussi de Roux. C'est plus complexe que ça. Mais il est autoritaire. Quand quelque chose ne marchait pas, il pensait que c'était ses collaborateurs qui avaient dû faire des bêtises. Ça s'est répété plusieurs fois, etc., etc. Pour terminer, Michel, je voudrais qu'on dise un mot sur l'héritage de Pasteur aujourd'hui. Vous-même, vous êtes un pasteurien, puisque vous avez travaillé à partir des années 70 à l'Institut Pasteur, et on parle de l'esprit Pasteur. Quel est-il ? En quoi se singularise-t-il des scientifiques non pasteuriens ? Difficile question. Alors, je suis pasteurien, j'ai travaillé 20 ans à Pasteur. Est-ce que je suis pasteurien ? Je n'en sais encore rien, parce que c'est difficile de savoir. Qui est pasteurien ? L'esprit pasteurien, honnêtement, je n'y crois pas beaucoup.
L'Institut Pasteur doit beaucoup à Pasteur. Pasteur a une influence considérable. Par exemple, pour dire juste un mot, mais la vaccination jusque au milieu du XXe siècle, finalement, tous les gens qui ont mis au point des vaccins imitaient d'une manière ou d'une autre la démarche de Pasteur. Pasteur a eu une empreinte absolument énorme. Pasteur, évidemment, il y a eu un message d'humanisme, le bien de l'humanité, message d'ailleurs qui était le sien, mais qui a été aussi celui porté par la Troisième République. Pasteur a beaucoup apporté. Il y a un héritage, mais au sens que simplement, ça reste une figure de référence, pas plus. Il n'y a pas une leçon particulière à prendre de Pasteur et que lui seul aurait porté. Toutes ces contributions lui ont valu le surnom de bienfaiteur de l'humanité. Je signale pour terminer que vous pouvez retrouver l'agenda des commémorations prévues cette année sur le site pasteur2022.fr. Merci beaucoup, Michel Morange, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre biographie de Louis Pasteur, qui paraît ce mois-ci aux éditions Gallimard, à retrouver dans toutes les librairies. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.